se retrouve aujourd'hui pour un petit vlog. Je vais simplement partager avec vous ma manière d'appréhender la photo, je vais dire surtout la retouche photo en général. En fait, et d'une manière pragmatique, on va tenter de répondre à la question: y a-t-il une limite dans la retouche photo? La réponse ne sera pas une règle de photo de plus. Il n'existe pas de réponse binaire à cette question. Néanmoins, cela pourra vous aider à libérer votre esprit créatif en faisant abstraction de tabous, peut-être inutiles. Donc, le plus simple pour répondre à cette question, c'est de la décomposer en éléments fondamentaux. C'est parti pour le décryptage et la déconstruction après le générique. L'exigence photographique nous oblige à retoucher un minimum nos photos. D'ailleurs, à ce propos, on entend souvent que la retouche photo est née avec le numérique. Ce qui est faux. Il y a très longtemps, cette opération était réalisée en laboratoire lors du développement sous l'agrandisseur. Découpe, recadrage, exposition, contraste, masque et j'en passe. Donc, on peut déjà dire d'emblée que la retouche n'est pas née avec le numérique. Néanmoins, on ne prend pas beaucoup de risques si on dit: le numérique a repoussé les limites entre réel et irréel. Limite, qu'est-ce que ce mot? Le mot limite n'est pas là pour nous faciliter la tâche. On sait qu'en physique ou en mathématiques, il nous entraîne souvent dans les abîmes de l'infini. Et nous, on veut rester pragmatique. De manière prosaïque, en photographie, c'est quoi la réalité? Big question. Eh bien, c'est ce qu'on perçoit, les couleurs, les formes, les motifs, les contrastes, etc. À présent, j'ai une définition et c'est bien cool. Enfin, pas vraiment. Au début, je me suis engagé à déconstruire le mot limite entre réel et réel, et par extension, le mot réalité. Dans cette démarche, on se doit d'expliquer un minimum ce qui nous permet d'appréhender notre environnement, c'est-à-dire la lumière ou la couleur. Faisons un petit pas, mais pas trop, dans définition scientifique de la lumière. Selon Technosciences, la lumière désigne les ondes électromagnétiques visibles par l'œil humain, c'est-à-dire comprises dans des longueurs d'onde de 0,38 à 0,78 microns. On désigne par le terme de lumière visible le spectre du rayonnement électromagnétique perceptible par l'œil humain. Fin de la définition. Donc c'est en fait le rayonnement électromagnétique qui va des rayons gamma aux ondes radio en passant par une petite partie appelée spectre visible. De fait, cette petite partie correspond à la lumière visible, soit du bleu au rouge et, si vous préférez, les couleurs de l'arc-en-ciel. À présent, on peut dire sans crainte que notre œil perçoit une portion du spectre électromagnétique et donc une petite partie de la réalité. D'ailleurs, il est possible d'étendre la vision du champ de la réalité en trichant. Il suffit de prendre une photo en rayon X, ce que fait le dentiste, ou en infrarouge, ou même en rayon gamma, un sport souvent pratiqué en astronomie. Donc, en fait, notre cerveau, par l'intermédiaire de nos yeux, ne peut accéder qu'à une petite partie de la réalité. Néanmoins, si je veux étendre mon champ de réalité, il est plus judicieux de faire confiance à son intelligence, en construisant par exemple un filtre ou un capteur spécifique, ce qui sera en quelque sorte la prolongation de nos yeux, et il permettra de voir l'infrarouge. Ne soyons pas fainéants, continuons à déconstruire. C'est quoi une onde électromagnétique? Définition scientifique de l'électromagnétisme. Selon ICS, définition de l'électromagnétisme. L'électrostatique est le domaine de l'interaction entre charges électriques immobiles. L'électromagnétisme est celui de l'interaction entre courants électriques, c'est-à-dire entre charges électriques mobiles. Une onde électromagnétique est le résultat de la vibration couplée d'un champ électrique et d'un champ magnétique variable dans le temps.
Fin de la définition. En fait, si je vois du rouge, il n'existe tout simplement pas. Je vois un pseudo-champ d'excitation qui correspond à des photons qui viennent collisionner des électrons. Waouh! Wikipédia nous dit que notre cerveau est un gros mytho. Il transforme un champ d'excitation électromagnétique en onde pseudo-visible et suivant la fréquence de cette onde, j'ai une impression chimique de la couleur. Ok, poussons le bouchon un peu plus loin. Si on voit une rose rouge, cela revient à dire que cette rose est tout sauf rouge. En effet, notre cerveau verra uniquement les photons qui ne sont pas absorbés par la fleur, ceux qui n'excitent pas les électrons et du coup, ils rebondissent sur ma rose et seront renvoyés sur la rétine de mes yeux. Pour les autres, ceux qui font à présent partie de la fleur, je veux dire ceux qui interfèrent avec les électrons de la matière fleur, pour ceux-là, on n'a aucune possibilité visuelle de les contempler, de voir ce champ d'excitation électromagnétique. Comme disait Descartes, nos sens nous trompent. Quand je vois de la lumière, c'est une portion d'un champ électromagnétique, entre guillemets, insipide. Finalement, la couleur est une réaction chimique à l'intérieur de mon cerveau. Certes, c'est bien pratique pour évoluer dans l'environnement complexe appelé nature. Finalement, il est peut-être plus juste de faire confiance à son entendement, je veux dire à l'intelligence, qu'à nos sens. En exemple, on peut citer Galilée. Il a conscience que ses sens le trompent, et c'est grâce à une expérience de pensée, donc l'entendement, qu'il démontre que le marteau et une plume tombent à la même vitesse. Mais il n'a pas la possibilité directe de faire l'expérience. C'est en 1900, l'astronaute Scott sur la Lune, dans le cas d'une mission Apollo, qui prouve que Galilée avait fait le bon raisonnement, en faisant l'expérience de la plume et du marteau. En plus, la réalité n'est jamais ultime, mais temporaire. La science nous aide à trouver le scénario le plus probable. Mais elle se doit constamment de remettre en cause ces postulats pour une réalité toujours plus judicieuse. Par exemple, la définition du temps absolu de Newton a été remplacée par un scénario plus probable, celui de la relativité restreinte d'Einstein, avec le temps relatif qui dépend du référentiel. Alors, j'en remets une couche dans la déconstruction. Ok, mais la science, elle connaît quoi la réalité de la matière? On sait toujours, grâce à Einstein, un sacré bonhomme, donc que la matière ou l'énergie sont l'aspect différent d'une même chose, du fait de sa formule énergie égale matière multipliée par la célérité au carré. Si on fait un petit calcul, cela veut dire qu'avec 1 gramme de matière de ma rose, je peux obtenir 90 milliards de kilojoules, sachant que la bombe la plus meurtrière construite par l'homme, Hiroshima, faisait en comparaison que 60 milliards de kilojoules. Vous me direz de quoi faire une belle photo. Entre parenthèses, si quelqu'un est intéressé par le calcul, je peux lui poster dans les commentaires, il suffit de demander. Donc, pour faire simple, on suppose que ma rose n'est pas sous forme d'énergie, mais sous forme de matière. Que dit la science sur la matière? Attention, à présent, on va descendre dans les abysses de la réalité. Notre univers est composé à environ 70% d'énergie sombre. En gros, on ne sait absolument pas à quoi cela correspond. On sait également qu'il est composé d'environ 25% de matière noire. On ne sait pas à quoi cela correspond également. Aucune expérience, aucune observation en dehors des phénomènes gravitationnels des galaxies. Si vous avez compté, vous avez compris qu'il reste 5% environ de matière, celle qu'on appelle matière baryonique. La matière baryonique désigne toute la matière composée de particules élémentaires, votre corps, votre voiture, votre voisine, vos chaussettes, votre smartphone, en fait le tableau de Mendeleïev pour ceux qui connaissent. En résumé, l'être humain ne perçoit qu'environ 5% de l'univers. Ce n'est vraiment pas beaucoup. En plus, ces 5% sont composés à 99,999% de vide. Il n'y a pas de continuum
de matière entre deux particules. Soi-disant, en passant, les 0,01% de non-vide est suffisant pour qu'elle ne passe pas en travers la matière grâce à la répulsion électrique entre les nuages d'électrons et des atomes. En exemple, si on fait le calcul qui consiste à supprimer le vide entre toutes les particules élémentaires des humains, je pourrais mettre environ 7,7 milliards d'humains à l'intérieur d'une coquille de noix. Waouh! On a vraiment l'impression de vivre dans le monde de Matrix. Rien n'existe, tout est relation. En plus, je vous épargne le chat de Schrödinger et les théories des univers multiples d'Everest, voyage sans retour. Je suis peut-être dans un univers parallèle en train de faire une vidéo YouTube, ou peut-être dans un autre univers en train de lire un livre bien installé confortablement dans un fauteuil, ou dans un autre univers encore, et comme ça dans des tas et des tas. Abandonnons la pilule rouge de matrice pour revenir à nos moutons, je veux dire la notion de réalité en photo. Y a-t-il quelque chose d'éloquent dans cette démonstration sur les abîmes de la matière, ou plus explicitement, la réalité perçue par nos sens? Peut-on en tirer quelque chose? On peut faire plusieurs constats. La réalité nous est peu accessible et en plus ce n'est pas sans difficulté. Le deuxième constat, c'est-à-dire que nos sens nous trompent. En l'occurrence, la vue, c'est ce qui nous intéresse en photo. La dernière remarque, celle qui est peut-être la plus intéressante, c'est de prendre en compte que si la vue nous trompe, par contre, l'entendement par extrapolation nous aide à percevoir, pénétrer, réaliser, en fait à comprendre l'image, le monde. Pour conclure ce vlog, plus long que prévu, prenons un exemple. Si on vous demande de prendre en photo la mer avec tous ces sacs plastiques pour dénoncer ce drame de la pollution qui détruit les entités conscientes appelées animaux, en fait les frères de l'homme, soit disant en passant, il est toujours bon de dénoncer la complicité des hommes politiques dans ce drame par leur immobilisme et leur manque d'empathie. Ils n'ont sûrement pas conscience que l'homme est aussi un animal. Bon, je m'éloigne de notre sujet, recentrons la discussion. Donc, en ayant conscience de tout ce qui vient d'être dit, et si on doit créer une photo qui raconte cette histoire, le génocide des animaux, en fait, une photo qui crée un choc, alors il serait plus productif de passer par la case entendement que nos sens avec la réalité. Il est possible par exemple de mettre un filtre ou en post-traitement, d'ajouter des lueurs rouges à la mer, celle du sang des poissons. En fait, je ne m'embête pas avec les tabous de la réalité pseudo-visuelle. Celui qui regardera votre photo un peu subliminale sera titillé et comprendra plus facilement votre histoire. Bon, mon exemple improvisé, je vous l'accorde, n'est pas d'une élégance débordante. Néanmoins, vous avez compris le sens général. Concernant cette déconstruction de la réalité, ce n'est pas une recette de cuisine en photo de plus. La notion de réalité est relative, et ce n'est pas du relativisme nihilisme de dire cela. Il est bon de retenir une chose pour le photographe. La prochaine fois que vous prendrez une photo qui raconte une histoire, ne vous posez pas la question de la réalité, mais de l'entendement. Qu'est-ce que raconte ma photo? Je me catalyse sur le message à faire passer un sentiment, une émotion, une opinion. Néanmoins, il faut être conscient que ce n'est pas simple de mettre toutes ces notions dans une photo. C'est peut-être là tout le travail d'un artiste.